Bonjour, dans ce e-learning, nous allons aborder les principes du damage control. Les objectifs pédagogiques de cet enseignement sont les suivants. Au terme de l'enseignement, vous devrez connaître les grands principes du damage control, du triage d'un accident multivictime et les principales techniques applicables dans ce type de stratégie. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec la présentation. Le plan que nous allons aborder sera le suivant. Si on doit positionner le problème du damage control dans la pratique clinique quotidienne, les événements récents ces dernières années nous ont montré la multiplication d'événements avec de nombreuses victimes ou multivictimes. Ces derniers vont avoir différents types de blessés que nous verrons par la suite. Cette multiplicité des blessés par arme à feu et par arme blanche a obligé les centres hospitaliers à mettre en place des procédures d'accueil multivictimes et de modifier la manière d'aborder la prise en charge de ces victimes avec des principes de médecine militaire que nous avons dû appliquer à la pratique civile que l'on appelle la médecine tactique. Lorsqu'on s'intéresse aux différents types de victimes rencontrées au cours de ce type d'accident, on voit qu'il y a principalement trois types de blessés. Les blessés par arme à feu et arme blanche, les blessés par explosion avec des blasts, et les blessés par écrasement lors des accidents à la voiture bélier. Lorsqu'on s'intéresse aux blessés par arme à feu, il est important de donner quelques éléments de balistique lésionnelle. En balistique lésionnelle, il y a deux principales composantes, l'arme, et donc le projectile, et le tissu. On va distinguer deux grands types d'armes, les armes à basse vélocité et les armes à haute vélocité. Ici est représentée une arme de poing projetant une ogive de haut poids mais à faible vitesse qui s'oppose aux armes automatiques comme le fusil d'assaut de type AK-47 qui va projeter à haute fréquence des projectiles légers mais à grande vélocité. Ainsi, l'énergie cinétique va être directement proportionnelle au carré de la vitesse. Le tissu, représenté ici par une gélose avec un trajet rectiligne, eh bien, lors de la pénétration dans le tissu par l'ogive, on va observer deux phénomènes. Premier phénomène, il s'agit de la cavitation permanente qui correspond à la zone de nécrose créée par le passage de l'ogive. Et le deuxième phénomène est la cavitation temporaire correspondant à la transmission de l'énergie cinétique dans les tissus adjacents. En fonction de la densité du tissu, nous allons observer des lésions différentes. Ainsi, dans un tissu riche en eau, comme un organe plein, le foie par exemple, l'énergie absorbée est très importante et l'organe va se fragmenter. Contrairement aux organes à faible densité liquidienne mais haute aérique, où l'absorption d'énergie cinétique va être plus importante avec une dissipation moins grande et moins de lésions de fragmentation. Évidemment, les structures osseuses, riches en calcium, extrêmement rigides, vont arrêter le projectile, le fragmenter et se fragmenter elles-mêmes. Les blessés par arme blanche. Lors d'une blessure par arme blanche, les lésions observées vont être dépendantes du type de lame, de sa longueur et du trajet qu'elle va observer. Il est cependant très difficile à partir du point d'entrée de présumer du type de lésion que l'on va observer. Ainsi, on va identifier deux zones d'urgence vitale appelées zones critiques où il se trouve des vaisseaux ou des organes vitaux. Ces deux zones sont la région cervicale et la région de l'air cardiaque. Toute lésion dans cette zone doit imposer en urgence le transfert vers un centre hospitalier disposant du plateau technique. Une des règles de la prise en charge des blessés par arme blanche est de ne jamais retirer la lame lorsqu'elle est en place. En effet, on ne peut jamais savoir quelles sont les structures atteintes et l'effet de compression que peut observer cette lame. Ainsi, nous devrons transporter jusqu'au bloc opératoire le blessé afin que cette lame puisse être retirée par un chirurgien dans des conditions permettant de réaliser l'hémostase.
Autre type de blessés que l'on peut observer, les blessés par explosion. Les lésions engendrées par une explosion s'appellent le blast. La gravité de ce blast va dépendre de la proximité avec l'épicentre de l'explosion. Au plus le patient sera proche de l'épicentre, donc de l'explosion, et au plus les lésions que l'on va observer vont être graves et importantes. On distingue trois grands types de blast. Le blast primaire, représentant les lésions créées directement par l'onde de choc. Le blast secondaire, lui, est représenté par l'ensemble des lésions créées par la projection d'objets dans l'environnement par l'onde de choc. Le blast tertiaire, lui, va être créé par la projection de la victime sur une structure environnante. Ainsi, les explosions se produisant toujours en milieu urbain, les victimes sont soumises à la projection, en plus de leur propre corps, de tous les éléments de l'environnement. Ainsi, plus on va être proche de l'explosion, plus on va observer de lésions de type amputation, brûlure, projection, criblage, et plus on va s'éloigner de l'épicentre, et plus on va observer simplement des lésions de projection et de criblage. Dernier type de blessés, les blessés par écrasement au cours d'un attentat à la voiture bélier, comme on a pu observer le 14 juillet à Nice. Les lésions observées sont similaires à la traumatologie routière, avec deux lésions principalement observées, les écrasements de membres et les fractures du bassin. La difficulté d'organisation dans ce type d'accident est le nombre de victimes importantes qui vont imposer la réalisation d'un trait rapide. Intéressons-nous maintenant aux principes du damage control. Ces principes est une réelle doctrine née dans la marine américaine avec pour objectif d'éviter les naufrages en mer d'un navire abîmé. Les principes généraux de ce damage control dans l'US Navy est numéro 1, lorsqu'un navire présente un accident lors d'une navigation en haute mer, de fermer les voies d'eau et d'arrêter tout incendie. Une fois les voies d'eau et l'incendie maîtrisés, il faut ramener le plus vite possible le bateau au port afin d'effectuer les réparations définitives. Si l'on doit faire le parallèle avec la réanimation, le damage control resuscitation va correspondre à l'arrêt des saignements et le réchauffement le plus vite possible du malade, afin de le transférer en réanimation rapidement et réaliser une équilibration hémodynamique, une correction de la coagulation et de l'homéostasie plasmatique. Et dans un second temps, l'objectif numéro 3, lorsque le malade est stabilisé, est de ramener le malade au bloc opératoire afin d'effectuer la chirurgie réparatrice définitive. Ainsi, le damage control est une réelle stratégie globale de prise en charge des malades traumatisés. Elle doit s'appliquer dès les lieux de l'accident, avec ce que l'on appelle le damage control au grand zéro, et elle se poursuit au déchocage, puis au bloc opératoire, avec du damage control resuscitation et du damage control surgery. Ainsi, on parle de golden hour lors de la prise en charge des malades traumatisés sévères. On va même parler des minutes de platine, tant cette stratégie doit faire gagner du temps aux malades afin d'assurer une stabilisation et un arrêt précoce et efficace des hémorragies. Cette stratégie va être poursuivie en réanimation. Ainsi, si on s'intéresse au damage control surgery, l'objectif est d'arrêter le plus vite possible le choc hémorragique avec des chirurgies qui doivent être non plus comme elles l'étaient auparavant conventionnelles et définitives, mais écourtées avec cette stratégie de damage control surgery où on doit le plus vite possible arrêter le saignement et permettre au malade de retourner en réanimation afin de bénéficier d'une rééquilibration de sa coagulation et de son milieu intérieur. Que faire face à un afflux de victimes? La méthode START va permettre de trier un grand nombre de victimes sur le lieu de l'accident. Elle se fait par l'évaluation des trois grandes fonctions vitales. La fonction respiratoire, appelée airway, qui va consister à libérer les voies aériennes le plus vite possible. La fonction hémodynamique, et dans ce type de situation, la recherche des saignements, avec un arrêt, et on va voir de quelle manière.
et l'évaluation de la conscience. L'objectif est de hiérarchiser la prise en charge systématique de plusieurs blessés de manière simultanée. L'évaluation de ces trois fonctions va amener à un algorithme. Cet algorithme simplifié permet le triage de nombreuses victimes en un temps record, en fonction ou pas que les malades puissent se lever et marcher afin d'aller au premier poste de secours. S'ils ne peuvent pas se déplacer, l'algorithme sera déroulé avec l'évaluation de la respiration, puis l'évaluation de la perfusion avec la présence ou pas d'un pouls radial. L'application systématique de cet algorithme va permettre d'aboutir à un triage en fonction de l'urgence avec laquelle doivent être prises en charge les malades. Cette méthode START permet d'aboutir à la hiérarchisation des urgences de deux niveaux, les urgences absolues et les urgences relatives. En fonction du niveau d'urgence, la rapidité de prise en charge des patients sera déterminée par le centre de régulation du SAMU. Voyons maintenant les principales techniques applicables au damage control. Le garrot tourniquet est indiqué lors d'une plaie hémorragique d'origine artérielle. Le garrot, positionné une main au-dessus de la plaie sur un membre à un seul os, doit être serré jusqu'à l'arrêt du saignement. En effet, cette sangle mise autour du membre et tournée dans le sens des aiguilles d'une montre va générer une pression supérieure à la pression systolique de l'artère du membre concerné afin d'arrêter le saignement. Lors de la mise en place d'un garrot, ce dernier doit être sécurisé afin d'éviter de se détacher secondairement. L'heure précise de pose du garrot doit être notée afin d'évaluer le risque d'ischémie du membre en aval. Une notion importante est que le garrot ne doit être desserré pour aucune raison tant que le chirurgien n'est pas présent auprès du malade afin de pouvoir effectuer l'hémostase. Le pansement compressif est indiqué lors d'une hémorragie d'origine veineuse. Le pansement doit se positionner sur la plaie hémorragique. L'application du point de pression va se faire au niveau d'un applicateur dédié autour duquel une bande est déroulée en sens inverse. La bande doit être déroulée de part et d'autre de l'applicateur et sécurisée lorsque nous avons effectué un déroulement complet de cette bande afin de maintenir la pression. Lors d'une hémorragie mixte, artérielle et veineuse, le pansement compressif peut être utilisé en complément d'un garrot. L'exsufflation à l'aiguille va permettre de prendre en charge un pneumothorax compressif. Le pneumothorax compressif va comprimer les cavités droites et provoquer un arrêt cardiaque par blocage du retour veineux à cause de la tamponnade gazeuse. Cette exsufflation devra se réaliser à l'aide d'une aiguille. Cette aiguille doit avoir certaines caractéristiques, une certaine longueur et un certain diamètre. On a pour habitude d'utiliser un cathéter d'au moins 16 gauges et d'une longueur d'au moins 5 cm. La zone pour réaliser l'exsufflation à l'aiguille en toute sécurité se situe au niveau du deuxième espace intercostal sur la ligne médio-claviculaire et le cathéter doit être inséré jusqu'à ce que l'on entende de l'air sous pression s'évacuer. Si cette technique est un échec et que le patient finit par présenter un arrêt cardio-circulatoire, il faudra réaliser une thoracostomie au doigt au niveau du point numéro 2, représenté par la ligne médio-axillaire entre le 4e et le 5e espace intercostal. Le pansement 3 côtés est indiqué en cas de plaie thoracique soufflante. À l'aide d'un simple paquet de compresses, nous allons pouvoir, en obturant les 3 côtés de la partie transparente plastique d'un paquet de compresses, afin d'effectuer une valve unidirectionnelle anti-reflux, évitant une entrée d'air de la pièce vers la plèvre et générant un pneumothorax suffocant. Cette technique simple permet d'éviter la survenue de complications graves en cas de plaie thoracique soufflante. Les messages à retenir de cet enseignement
Donc la prise en charge de nombreuses victimes impose de connaître la typologie de ces blessés avec un tri extrêmement simple basé sur les 3 fonctions vitales permettant d'identifier les urgences absolues et les urgences relatives. Cette prise en charge clinique sur les lieux de l'accident nécessite de connaître des gestes simples ayant pour objectif d'arrêter les hémorragies dès les premières minutes en utilisant ces techniques d'hémostase simplifiée.